Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Hexagone et nous recevons aujourd'hui un invité de marque avec Jean-Louis Debré. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Alors, je vais vous présenter, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, mais vous avez une vie incroyable, une carrière incroyable. Vous avez été magistrat, vous avez été député, vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez été président de l'Assemblée nationale. Je reprends mon souffle. Vous avez été président du Conseil constitutionnel et maintenant vous voilà comédien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté la vie politique pour cette nouvelle vie de comédien? Et alors, je précise quand même que vous avez écrit avec votre compagne En coulisses, où là, justement, vous parlez des coulisses à la fois de la politique et à la fois du théâtre. Écoutez, j'ai toujours eu une obsession. L'obsession, c'est d'apprendre. Toujours apprendre. Ne jamais poser le baluchon au bord de la route. Ne jamais être blasé, résigné, sceptique. Alors j'ai commencé ma vie professionnelle comme magistrat. Fantastique. Voilà, le fils d'une petite famille bourgeoise qui est très vite spécialisée dans le grand banditisme et le terrorisme. Je découvre des choses extraordinaires. Vous savez, dans la vie, on croise beaucoup de copies et peu d'originaux. Là, je ne vois que des originaux. Ça ne veut pas dire que je les approuve. Mais un jour, je me suis dit, tu ne peux pas devenir un vieux juge, blasé, résigné, sceptique. Donc là, vous êtes passé à la Et politique. donc là, je suis rentré en politique parce que je pense aussi que, génération après génération, la République, elle ne fonctionne que si les jeunes, ou les moins jeunes, viennent donner un peu de leur temps. Et là, j'ai eu des années fantastiques. Mais un jour, je me suis dit, tu ne peux pas devenir un vieux politique. Et donc, vous êtes devenu un jeune comédien. Et donc, je suis devenu un jeune comédien. C'est fantastique. Donc, on peut Tous les vous jours, voir. j'apprends. Donc on peut vous voir sur scène là, à travers la France avec votre compagne et vous avez créé un spectacle qui vient d'un de vos livres à vous deux sur ces femmes qui ont réveillé la France. Oui. Alors les femmes du passé. Aujourd'hui, si je vous dis quelles sont les femmes qui réveillent la France, les femmes politiques, à qui pensez-vous? Naturellement, Simone Veil. Et les femmes vivantes, les femmes qui font de la politique actuellement. Je n'en vois pas. Il faut faire un petit effort, Jean-Louis Debré, sinon on va penser qu'aujourd'hui les femmes n'ont pas leur place Non, en mais politique. si vous voulez, le combat des femmes dans l'histoire est un combat qui a été essentiel parce qu'elles avaient compris qu'avant le droit de vote, c'était le droit civil. Mais aujourd'hui, toutes les femmes sont dans un combat pour trouver l'égalité. Ce qui nous a intéressé dans ce spectacle et qui nous intéresse dans ce livre que nous avons écrit ensemble, c'est que l'histoire est écrite par les hommes. Si vous qui êtes très cultivé, je vous interroge, l'arrivée des femmes dans l'enseignement supérieur ou secondaire, vous me citez Jules Ferry, Victor Duruy, parfait, Et mais vous jamais la citez- première voilà. bachelière. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a partout des femmes qui se battent pour arriver à cette égalité de traitement. Ces féministes de l'époque, du 19e et du 20e siècle, considèrent qu'il n'y a pas un être humain, il y a deux êtres humains, différents. Mais ces deux êtres humains ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et les mêmes égalités. Mais aujourd'hui, une femme présidente de la République, est-ce que c'est concevable? Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à voter pour une Alors, je femme? ne suis pas... Moi, je souhaite profondément qu'à un moment, comme il y a eu des femmes premiers ministres, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une femme qui serait à la tête de l'État. Mais est-ce que les Français sont prêts? Je ne suis pas totalement sûr encore. Je me souviens quand je me suis présenté aux élections et que ma suppléante était une femme, et puis au municipal, quand j'étais entouré que d'adjointes femmes, on dit attends, il faut faire ça comme ça, il faut qu'il y ait un homme, une femme, un homme. Donc les mentalités évoluent trop lentement, mais la République, pour moi, auquel je tiens, auquel je suis issu d'une petite famille république, ne peut pas faire de différence entre l'homme et la femme. Alors, vous dites aussi dans ce livre que vous trouvez que le personnel politique a baissé en qualité et en tenue. Vous regrettez qu'à l'Assemblée, certains soient débraillés, c'est votre terme. Est-ce que tout ça a de l'importance et est-ce que ça se ressent, comme vous le dites, sur la qualité? Vous savez, je suis en train de faire un travail sur le discours politique. Quand je prends les discours d'il y a 50 ans ou un siècle,
les orateurs, Jaurès, Clémenceau, Léon Blum, Malraux. Quelle culture! Quelle culture! Et ces discours semaient une espérance, une foi, une passion. Quand je regarde aujourd'hui les discours à l'Assemblée nationale, quelle tristesse! Alors, je ne juge pas, c'est pas mon monde. Mais en tant que moi, je trouve ça d'une pauvreté. Comment voulez-vous donner à un peuple une passion, une foi, si le discours n'a rien S'il n'est pas d'ambitieux? suffisamment enflammé, Oui. quoi. Et bon, comment vous jugez les débuts de Michel Barnier, l'actuel Premier ministre, qui est issu de votre camp? Non, mon camp, moi, il s'est arrêté avec Chirac. Hein. J'ai quitté. Alors Michel Barnier a fait partie de ce Oui, camp. oui, j'ai plusieurs interrogations. D'abord, pourquoi euh, on n'a pas fait venir aux responsabilités gouvernementales celles et ceux qui étaient la majorité à l'Assemblée nationale? Je l'ai dit publiquement. Donc, Donc, le nouveau Front voilà, populaire, c'est ça. donc la gauche. C'était un régime parlementaire. On le voit en Angleterre. Eh bien, quand il y a eu quand il y a des élections, c'est la coalition ou le parti qui a gagné vient au pouvoir. Donc ça, je n'ai pas très bien compris, car c'est quelque part une négation du suffrage universel. Deuxièmement, ce que je ne comprends pas, c'est plusieurs choses. Un, pourquoi celles et ceux qui ont incarné la majorité pendant 7 ans avec Macron Donc les se macronistes. permettent de critiquer ce que fait Barnier alors qu'ils ont emmené la France dans cette situation. Quand j'entends M. Attal donner des conseils à Barnier, et quand je le dis, quand j'entends dire on ne votera pas ce budget, etc., mais qui a mis la France dans cette situation? Ce sont eux. Un peu de respect. Deuxièmement, je crois que nous avons tous intérêt aujourd'hui, pour la France, pour les Français, pour nos enfants, à ce que nous retrouvions une crédibilité en Europe et dans le monde. Et pour ce faire, je souhaite de mon cœur un gouvernement de salut public, comme on l'appelait jadis. C'est-à-dire qu'allez, pour De un moment, cohésion, autour d'une cohésion nationale. cohésion nationale, pour 4 ans, 5 ans, pour remettre la France en marche. Donc vous appelez tous ces gens justement à faire corps, à aider le Premier ministre hein, et à sortir la France de cette difficulté financière dans laquelle elle se trouve actuellement. Et là, on est sorti du théâtre. Je suis sorti de la politique, mais je suis un citoyen. J'aime mon Un pays, citoyen engagé. engagé, j'aime mon pays. Je voudrais tellement que cette certaine idée de la France continue à imprégner nos relations internationales, que j'ai envie de dire à tous, à la droite, à la gauche, arrêtez, arrêtez. Et commençons pendant 1, 2, 3 ans à nous rassembler, à nous unir, et non pas à nous chipoter, ah je veux ça, je veux pas ça. La France, elle a besoin d'unité, elle a besoin de paix, elle a besoin de tranquillité et de ce qu'on appelait jadis le gouvernement de salut public. Je vais vous faire bondir, Jean-Louis Debré. On va regarder la couverture de l'Hémicycle, la revue donc associée à cette émission. 5e République, la fin. Vous n'aimez pas hein, qu'on touche à cette 5e République. Est-ce que là, ça n'est pas la démonstration que la 5e République est à bout de souffle? Madame, je crois que c'est la démonstration que les politiques sont à bout de souffle. J'étais étudiant en droit, et au moment de mon doctorat, il y avait un professeur de droit très connu, Duverger, qui avait fait un livre vers la fin de la 5e République, vive la 6e. Ça fait 65 ans. Ça fait 65 ans. La France est un pays extraordinaire. Il n'y a pas un autre pays au monde où quand ça ne va pas, on ne s'interroge pas sur soi, on change les institutions. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est le comportement des politiques. La Constitution, elle fixe des règles, et heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'il y a le 49-3. Heureusement qu'il y a l'élection du président de la République au suffrage universel. Heureusement qu'il y a, souvenez-vous de la 4e, les gouvernements changeaient tous les 6 mois. Alors on me dit, la C'est 5e est à bout de souffle. peut-être ce qui va se passer. Si Michel Barnier ne parvient pas sur le budget, il peut être censuré. Il est censuré, mais il a les armes pour durer. Mais ça, c'est
Ce qui a changé et ce qui m'inquiète, c'est le comportement des hommes et des femmes politiques. Car aujourd'hui, Mitterrand a été élu sur les 110 propositions, il semait l'espoir, Chirac sur l'ascenseur social. Qu'est-ce que Macron propose? Vous voulez dire qu'il n'y a plus d'intérêt général? Il n'y a plus cette idée d'intérêt général? Il n'y a plus de passion de la France, il y a des personnes qui font leur petite soupe de leur côté et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller au pouvoir. Vous savez que quand je prends les débuts de la Ve République, le gouvernement c'était 20 personnes, on est à 50 personnes, 40 aujourd'hui, 50 quand c'était Rocard. C'est-à-dire qu'on a des armées, on ne sait plus ce qu'on fait. Eh bien, moi ce que je souhaite, c'est que, puisque nous sommes dans une situation difficile, délicate, au niveau des finances publiques, d'abord, ceux qui sont responsables de ça soient plus discrets. Et encore, quand vous dites délicate, pour la situation, elle est plutôt dans une situation catastrophique, l'état des finances. Oui, je suis très inquiet. Peut-être que la commission d'enquête va montrer, mais en tout cas, peu importe les responsabilités, on verra plus tard. Ce que je dis, nous traversons une période très difficile. Rassemblons-nous et aimons la France et remettons notre pays sur la voie de l'espoir et non pas du désespoir. Alors, vous parlez de la France, vous savez que cette émission s'appelle Hexagone. Alors, c'est une question, normalement, je la pose beaucoup plus tôt dans l'émission, mais on est vite parti. Hexagone, c'est la France. C'est quoi votre France? Moi, c'est une France... je suis profondément gaulliste. C'est une certaine idée de la France, une France forte, fière, une certaine conception de l'État. L'État ne s'occupe pas de tout, et c'est surtout une certaine conception de la société. Souvenez-vous, l'association capital-travail, l'intéressement, la participation, ça a été des transformations. Mais continuons dans cette voie d'une transformation de notre société qui n'est ni le marxisme ni le libéralisme, qui est cette participation de tous, cette égalité des chances. Et donc je souhaite, moi, que notre gouvernement, que notre France incarne une certaine conception de la société dans le monde d'aujourd'hui. Alors, vous le dites, votre France, c'était aussi votre Chirac, parce que pour vous, la vie politique, c'est arrêté avec lui. Votre Chirac, hein, sur lequel vous avez réalisé un très beau documentaire, était très, très impeccable sur la façon dont il fallait gérer le Front National. Aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. D'abord, est-ce que, selon vous, c'est la même chose? Et ensuite, est-ce que le gouvernement actuel est clair vis-à-vis de ses relations avec ce parti? Je ne sais pas si le gouvernement est clair ou pas clair. Je peux parler pour ce qui me concerne. Je n'ai rien de près ou de loin qui me rapproche du Rassemblement National. De par ma famille, de par d'où je viens, cette petite famille alsacienne, c'est une idée qui n'est pas la mienne. Et par conséquent, en plus, les héritiers du Front National ont été les combattants du gaullisme. On l'oublie beaucoup, ça. On l'oublie, oui, on l'oublie. Mais quand on ne veut pas comprendre, on oublie. Donc voilà, moi je n'ai rien de proche avec eux. Je ne les comprends pas, mais ils ont été élus. Et donc ils font partie du paysage. Ce que je crois, c'est que si on ne s'attaque pas aux vrais problèmes, on les laisse progresser. Je suis frappé elle dit, on joue au théâtre, et on va dans toute la France. Et j'ai le sentiment que nos concitoyens pensent que celles et ceux qui sont au pouvoir ne s'attaquent pas à leurs problèmes. Partout, dans toutes les villes de France où je vais, les gens viennent nous voir à la fin du spectacle pour nous parler de leurs problèmes. Le pouvoir d'achat, oui. La drogue, Oui. la drogue. La drogue qui envahit partout, les petites villes, les collèges, les lycées. Dans une ville, je faisais souvent, avant le spectacle, je vais dans les écoles, et je suis dans un lycée, et tout d'un coup, le proviseur passe dans le couloir en disant « Personne ne bouge !» Personne ne bouge, et un quart d'heure après, elle vient me chercher, on sort par derrière, elle me dit « Mais les dealers sont devant le lycée. » Partout. On n'a pas le sentiment qu'on... Ça, dans les 4 coins de l'Hexagone. Partout. Là, les Français ont le sentiment qu'on ne règle pas le problème
qu'on laisse faire. Deuxièmement, alors, Le pouvoir d'achat. l'immigration. Attention, l'immigration. Mais l'immigration, qu'est-ce qu'il constate? C'est qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui a pu se passer il y a de nombreuses années, l'immigration, elle ne s'accompagne pas aujourd'hui d'une intégration et d'une assimilation. Les personnes qui viennent chez nous, souvent, ne cherchent même plus, comme jadis, à s'intégrer à la communauté. Vous savez, le philosophe Renan, un grand philosophe, Que vous citez dans que je votre cite, livre. il dit une nation, c'est un rêve d'avenir partagé. C'est une communauté de destin. Or, souvent, on a le sentiment aujourd'hui que celles et ceux qui viennent ne cherchent pas à participer à notre communauté de destin. Et ça, c'est un grand problème. Et dans ce problème de l'immigration, c'est le problème de la justice. Comment est-ce que des hommes et des femmes qui sont, on les laisse faire? Puis, partout, le pouvoir d'achat. On n'en peut plus, on n'y arrive plus. Et on a le sentiment, si vous voulez, quels que soient les gouvernements, que D'abandon. tout ça, ça passe. Ça n'imprime pas au sommet de l'État, où on vit dans un monde complètement irréel. Quand j'ai vu, mais heureusement ils sont revenus, que alors qu'on demande des efforts aux Français, on augmente le budget de l'Élysée, de Et de l'Assemblée l'Assemblée nationale. et du Sénat. Mais Oui. on est fou. Mais on est fou. Alors on m'a dit quand j'ai dit ça, parce que j'avais dit ça dans une radio, mais c'est pas les sommes importantes, mais c'est le symbole Bien qui est sûr. essentiel. Et donc, si vous voulez, tout ça, ce qui m'inquiète, c'est que ça aboutit à une dilution du sentiment national. Aujourd'hui, il y a un repli sur soi, il y a un repli sur sa commune, il y a un repli sur sa petite région, et il n'y a pas d'ouverture vers la France. Et ça, c'est très préoccupant. Vous aviez, à l'époque où vous étiez ministre de l'Intérieur, été porteur d'une loi sur l'immigration. Oui. Depuis, il y en a eu encore un certain nombre. Est-ce que vous pensez qu'il en faut une autre? Est-ce que les propositions de Bruno Retailleau vont dans le sens que vous souhaitez? D'abord, euh, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, il y a tellement longtemps, on a oublié. Mais j'avais fait 45 charters pour envoyer les gens. Pas oublier, on se souvient aussi de l'église Saint-Bernard. Oui. Tous les bobos de droite et de gauche sont allés manifester contre moi, alors que à Saint-Bernard, c'était des gens qui étaient en situation illégale et certains avaient été condamnés. Mais peu importe, oublions, tout le monde a une responsabilité. Dans la situation qui est la nôtre, la droite, la gauche, le centre, ailleurs, nulle part, les bourgeois ont tous une responsabilité. Je pourrais, parce que j'ai noté tout ça dans les carnets, vous dire au moment où j'étais ministre de l'Intérieur, toute la bourgeoisie bien pensante, Cato. Ah, les gars, ça veut dire que depuis 30 ans, 40 ans, on laisse faire. Faut-il une nouvelle loi? C'est pas le problème. Il faut que ces lois, elles soient appliquées. Monsieur Attal a fait voter une loi sur l'immigration illégale. Très bien, parfait. Pourquoi il le fait? En partie retoquée par le Conseil. Attendez, ça c'est Oui. un autre problème. Et 9 mois après, les décrets d'application ne sont pas sortis. Le drame de la France, c'est que la loi est devenue un objet de communication politique. Je me souviens, en arrivant au Conseil constitutionnel, la première loi que j'ai à étudier est une loi de lutte contre l'immigration illégale. Et le gouvernement de l'époque justifie cette nouvelle loi parce que la précédente n'a pas donné tous ses effets. Quand j'étudie le texte, je constate simplement que pour la précédente, il n'y a pas eu aucun décret d'application. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans l'incantation et on n'est pas dans la réalité. Peut-être moins de lois, mais que ces lois soient appliquées. Alors, M. Retailleau proposait des choses dont une partie vient d'être retoquée en Italie, notamment de déplacer donc des personnes en situation qui n'ont pas vocation à entrer sur le territoire dans des pays tiers. Est-ce que ça, c'est une solution qui vous paraît possible? Giorgia Meloni l'a fait avec l'Albanie et finalement, ça n'est pas accepté par leur conseil. Je pense qu'on déplace ce problème sur d'autres. Ce qu'il faut, c'est qu'on obtienne avec les pays d'origine des accords pour renvoyer chez eux leurs nationaux. Voilà, on ne peut pas se défouler sur les autres. Et
Je peux pas répondre à cette question. Techniquement, je ne sais pas. Et sur les centres de rétention administrative, est-ce qu'il faut allonger le temps de rétention? On est Mais, aujourd'hui à 90 jours, Monsieur Retailleau propose d'allonger à mais 120, c'est-à-dire voire qu'il faut 210. peut-être l'allonger, mais il faut que pendant le délai de rétention administrative, on ait le temps pour négocier le retour dans le pays d'origine. Vous ne pouvez pas remettre quelqu'un qui est en rétention administrative parce qu'on n'est pas arrivé à le faire repartir en liberté. On aboutit à des drames et on aboutit à une sorte d'injustice. Je pense qu'il faut revoir la politique européenne de l'immigration. Et plus de Schengen est un cohésion. échec. Et d'ailleurs, Schengen est un échec. ben c'est un échec. Regardez, les Allemands commencent à refaire des contrôles à leurs frontières. Je ne sais plus quel autre pays va le faire. Probablement la France. Ça veut dire que c'est exactement l'échec. C'est contraire à ce que Schengen voulait. Comment voulez-vous qu'on continue, qu'en Europe, j'avais vu ça quand j'étais juge d'instruction, la drogue, quand j'étais juge d'instruction, elle passait par la Hollande. Et à chaque fois, moi j'étais juge d'instruction, je disais, comment ce gouvernement et cette Europe peut continuer à aider la Hollande alors qu'elle fout aux autres la drogue? Comment voulez-vous que l'Europe fonctionne quand on sait que que la drogue, elle rentre par l'Espagne, par la Belgique, et à un moment où De tous les côtés. à un moment où il faut que l'Europe sache ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Et donc, ce que je crains beaucoup aujourd'hui, c'est non seulement la dilution du sentiment national, mais c'est une perte du sentiment que l'Europe est une nécessité pour la paix. D'ailleurs, je pense qu'on a fait une erreur. On peut faire une politique européenne à 6 ou 7 et pas à Revenir au noyau 27 ou dur. à 28, oui. Mais voilà, et donc, si vous voulez, à travers cette pièce de théâtre, on ressent les angoisses des Français et des Françaises. Alors justement, dans ce livre, En coulisses, coécrit avec Valérie Bochneck, vous parlez d'un grand amateur de théâtre, qui est notre président Emmanuel Macron, que vous n'épargnez pas. Pourquoi? Parce Qu'est-ce que qui ne va pas avec Emmanuel Macron? pour moi Macron, c'est les illusions perdues. D'abord, Donc c'est un personnage balsacien? c'est un personnage balsacien. Pour moi, pardon de vous le dire, je n'aime pas la trahison. Je n'aime pas la trahison. Alors en politique, je Vous sais qui êtes resté fidèle à Jacques Chirac toute votre vie. oui, mais parce que je lui dois ma carrière politique et je ne vois pas pourquoi je trahirais quelqu'un qui m'a permis d'être ce que je suis. Donc, j'aime pas la trahison. Et deuxièmement, je pense que quand il est arrivé, il y avait un alignement de planètes qui lui permettait de porter la France. Or, c'est un échec. Si la situation économique et financière et budgétaire de la France est ce qu'elle est, c'est qu'il y a 7 ans où on a laissé faire. Quand il est arrivé en première élection, il a annoncé qu'il y aurait progressivement moins de fonctionnaires. Il n'y en a jamais eu autant. Des Et grosses réductions d'impôts qui étaient accordées ouais. aux entreprises et aux plus aisés en grande Donc partie. voilà, donc pour moi, c'est les illusions perdues et il laisse un champ de ruines. Et c'est pour ça que je ne suis pas tendre avec lui. Vous dites qu'après le macronisme, il n'y aura plus rien. Vous n'excluez pas non plus qu'il ne termine pas son mandat. Oui, Pourtant, la cinquième prévoit qu'un président aille au bout de son mandat. De Gaulle n'est pas allé jusqu'au bout de son Oui, mandat. De Gaulle n'est pas allé au bout. Il est dans une impasse. Euh, il y a eu les élections européennes. Immédiatement, personne n'a très bien compris. Moi, je commence à comprendre pourquoi il a dissous. Pourquoi il a dissous? Parce qu'il savait que la situation financière et budgétaire serait dramatique. Donc il a Donc il ne voulait pas emporter la responsabilité. Voilà, donc il a fait cette dissolution pour masquer la réalité. Pour masquer la réalité. C'est ma thèse. On voit bien, il n'y a pas de majorité. Le gouvernement Barnier ne tient que parce que il y a des combines, des accords, des intérêts. Chacun est dans son intérêt, tant que le Rassemblement national veut bien qu'il reste là. Mais ça ne durera pas, puisque les élections présidentielles se profilent à l'horizon. Si le gouvernement est renversé, et incapacité de réunir une nouvelle majorité, dans quelques mois, quand on pourra, la seule solution pour Macron pour terminer son année, c'est soit de démissionner,
Soit de dissoudre à nouveau, mais il faut attendre. soit dire à nouveau des élections législatives, c'est moi ou le chaos. Et si ces élections confirment la non-adhésion aux idées macronistes, eh bien, il sera forcé de partir. Si vous voulez, le drame de Macron, selon moi, je ne suis pas un expert, il a cassé la droite et cassé la gauche. Une démocratie parlementaire fonctionne avec une droite républicaine et une gauche républicaine. On n'est pas content de la droite républicaine. On passe à gauche et inversement. Alors, on aurait pu comprendre s'il avait construit quelque chose. Mais le parti macroniste n'existe pas. C'est la première fois dans l'histoire, j'ai regardé, de la France, que lors des élections législatives, on a demandé aux candidats issus du camp présidentiel de ne pas mettre candidat macroniste. Alors, c'est arrivé aussi, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de militants, il reste 8000 personnes, donc ça ne représente plus rien. Il n'y a plus rien. Je me souviens un jour, il y a très longtemps, quand en 86, Chirac, avant les élections, me dit: est-ce que tu veux devenir ministre? Oui, oui, il me dit: qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, je voudrais l'outre-mer, j'adore le France d'outre-mer. Les élections, le deuxième tour d'élection ont lieu, le RPR gagne, il me fait venir à Paris, d'Évreux, et il me dit: tu ne seras pas ministre. Mais ce que tu vas faire, tu vas prendre la direction du RPR. Ouais, j'avais oublié de le citer dans toute votre carrière. Ouais. Et donc, je prends la direction du RPR et il me dit: tu sais, Balladur va à Matignon, moi je vais préparer les élections présidentielles, et pour ce faire, il faut qu'il y ait dans chaque région de France, dans chaque ville de France, une cellule, un peu à l'image du Parti communiste. Et donc ton boulot, pendant 3-4 ans, sera de créer une structure. Et je lui avais dit: oui, mais il faut que vous portiez un message d'espoir. Et alors, ça a été manger des pommes, ça a été tout ce que vous voulez, ça a été l'ascenseur, finalement grâce à Séguin, l'ascenseur social, parce que ça incarnait une espérance. Alors, on avait créé une structure qui a bien fonctionné, le RPR, et le candidat a porté une espérance. Là, on a cassé les structures, le Parti Renaissance, dont on veut encore changer de nom, etc., n'existe pas. On n'arrive plus à suivre. N'existe pas. Qu'est-ce qu'on porte comme espérance? Rien. Rien. Jean-Louis Debré, on va s'arrêter sur ce dernier mot. Je rappelle votre livre En coulisses avec votre compagne Valérie Bochneck. Et vraiment, on s'amuse, on passe un bon moment et on a l'impression de vous voir sur scène. Merci à vous. Merci à vous.